Vous venez donc, il y a à peine un mois, du moins le mois dernier, de démissionner de votre poste de secrétaire général du COJEP après 7 années. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous choisissiez de claquer la porte? Merci, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, je précise que depuis cette annonce, c'est la première fois que je prends publiquement la parole. J'ai préféré garder le silence. Effectivement, le 2 avril dernier, j'ai adressé une lettre de démission au président du parti. Assez rapidement, cela a suscité beaucoup de commentaires, comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les gens sont allés dans tous les sens. Tout a été dit, tout a été entendu. Et il a démissionné, il n'a pas démissionné, il a démissionné du COJEP, il n'a pas démissionné du COJEP. Il va regagner le RHDP, il est en mission pour tel, il peut s'en aller, nul n'est indispensable. Beaucoup de choses ont été dites, que ce soit en dehors du COJEP ou à l'intérieur du COJEP. La vérité, c'est que j'ai adressé une lettre dans laquelle j'ai précisé les raisons de cette démission-là. Donc, ce n'est pas juste de dire il n'est pas clair, cette démission n'est pas claire. Or, tout a été clairement précisé dans la lettre que j'ai transmise au président du parti. Docteur, et ce n'est pas le lieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement ces raisons-là? Non, ce n'est pas le lieu, à mon avis, d'exposer les raisons qui sont contenues dans un courrier que j'ai adressé en interne au président du parti. Qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à vous en aller du COJEP? Non, je n'ai pas vraiment envie d'en parler sur un plateau télé. Le silence que j'ai gardé était évidemment lié au fait que c'était à la direction du parti de se prononcer sur la question. Et il y a eu assez récemment un communiqué de la direction du parti qui, à mon avis, a été assez clair, d'où le calme que vous avez vu suite à cette déclaration-là. Parce que j'ai démissionné de mon poste de secrétaire général, mais pas du COJEP. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi, docteur, du COJEP, de l'autodétermination que tous les Ivoiriens ont connu, on a l'impression que nous sommes revenus à un COJEP de soumission? Heureusement que vous avez parlé d'impression. Ce n'est pas le cas. Vous avez parlé d'impression, et je vous dis aussi que sur ce plateau, je n'évoquerai aucun problème interne du COJEP. Parce que les problèmes sont connus. Le rapport des États généraux évoque un certain nombre de problèmes. Dans ma lettre de démission, j'ai évoqué un certain nombre de problèmes avec des objectifs visés, mais ça va se régler en interne. C'est simplement de la discipline. Et si les conclusions des États généraux ne sont pas mises en œuvre, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le docteur Saraka claque la porte du COJEP? Si, bien évidemment, les conclusions, parce qu'on estime que pour l'instant, vous êtes militant de base, en attendant que les conclusions soient mises en œuvre. Et si d'aventure, ces conclusions-là ne sont pas mises en œuvre, est-ce que le docteur Saraka va claquer la porte du COJEP? Je ne peux pas prédire ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais en tout état de cause, au regard des liens historiques que je viens de vous expliquer, je n'ai pas l'intention d'abandonner comme ça le COJEP, qui pour moi est un enfant. Quelle mère responsable peut-elle abandonner son enfant pour une difficulté donnée, pour une raison de ce type-là? Donc vous n'allez pas partir de sitôt. Alors, merci, vous m'avez déjà installé. Voilà. Donc, quand je vais déléguer mes pouvoirs à quelqu'un, cela ne veut pas dire que je le nomme comme mon successeur. Pas du tout. Ça veut dire que comme pour le moment, je ne peux pas courir pour aller au marché, c'est lui qui va courir pour aller au marché. C'est tout. C'est tout. Quand vous avez compris ça, vous avez compris. Et le oui, on va l'écouter, on l'écoute. Vous avez compris ça, non? Bon, d'accord.
Parce que dans le parti, là, il y a beaucoup qui bavardent beaucoup. On va dire, voilà, Gbagbo a nommé quelqu'un, c'est pour pouvoir. Non, hein. Non, 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 non. Moi, si j'attendais d'être nommé, je n'allais jamais être président de la République. Je me suis battu. On dit, le gars là, il est fort. C'est le Dieu. C'est un faux poignet. Je dis, je vois. Je dis, et puis après. Moi, je suis candidat contre lui. Et quand je dis, je suis candidat contre lui, il y a des chefs d'État qui m'ont appelé partout. Écoutons, hein. J'ai dit, bon, laissez-moi le finir d'abord. Donc, les amis, je vais déléguer les pouvoirs pour que le parti puisse continuer à fonctionner. Bon, ça c'est simple. Hein. Ce qu'il essaie de dire ici, au regard de son âge et au regard de ce qu'il a vécu à La Haye, il y a eu des répercussions sur sa personnalité physique. L'homme est fait de dualité. Personnalité physique et personnalité, je vous comprends, la psychologique, intellectuelle, spirituelle, tout. Et vous voyez que le mental de l'homme reste encore comme du véritable béton armé. Mais le corps, quand il marche, on sent encore le poids de ce qu'il a vécu là-bas. Et quiconque à sa place se serait mis de côté. Regardez Tinibou. Tinibou n'était pas en prison, mais regardez comment Tinibou est. Ouattara qui pendant ce temps a volé l'argent des Ivoiriens, regardez comment il est aujourd'hui. Regardez Ouattara aujourd'hui et puis regardez Gbagbo aujourd'hui. Donc quand je vais déléguer, c'est par rapport à ça. Je vais permettre à quelqu'un de faire le tour de la Côte d'Ivoire. S'il y a des rencontres, il ira parler. Si c'est nécessaire que moi je me déplace, je vais me déplacer. Mais lui, je vais nommer quelqu'un qui pourra faire tout ça. Voilà. Et moi, je souhaite, si je dis Michel Gbagbo, on dit, Michel Gbagbo, donc vous devenez aussi dynastique. Donc, il faut laisser, il faut nommer Justin Katina Koné, puis allons-y. Et comme je vous l'ai dit, on aura déjà fait le congrès Écoutons bien. électif de la Ligue des femmes. On aura déjà fait le congrès électif de la Ligue des jeunes. Okay. Ils vont renouveler leur bureau et ils vont fonctionner normalement. Ils vont fonctionner normalement. Ils vont goûter ce que ça veut dire diriger. Voilà. Bon, d'accord. Il y a une partie qui m'intéresse là. Donc, voilà ce que je vais faire. Et au bout de quelques années, on va voir si les choses marchent bien. Après, je peux danser comme Michael Jackson en allant derrière. Je peux danser en allant derrière ou en allant devant. Ça dépend. Voilà. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Écoutez bien. Bien. Je crois qu'on est arrivé là. Mais sur l'Afrique. Oh, voilà. T'inquiète, on est là. Sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Regardez ce que les gens ont fait à Assimi Goïta. Merci. Est-ce que ça c'est normal? De venir un jour avec un camion rempli de bombes et jeter ce camion sur la maison du ministre de la Défense pour le tuer. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Ce qui n'est pas normal, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais alors, est-ce qu'on peut nous dire
que Ouattara, même s'il est malade, vous croyez que c'est pourquoi Ouattara a fait casser la pipe à Nairobi, au Kenya? Vous pensez que c'est pourquoi Ouattara a fait... Ils n'ont pas voulu apporter ambulance devant l'hôtel de Ouattara pour ne pas attirer l'attention des journalistes. Mais Dieu seul sait comment Ouattara est sorti. Moi, je répète encore, contrairement à ceux qui sont encore dans la vision, je sais pas, là, c'est comme ils sont encore dans un conte de fées, là, dans une vision féerique. Et Ouattara était bel et bien au Kenya. Je répète à qui veut l'entendre. Ouattara était bel et bien au Kenya. Je répète, Ouattara était bel et bien au Kenya. Il a été reçu par le président Ruto. Il a signé le livre d'or. Ils ont eu un bref entretien et Ouattara s'est retiré dans ses appartements, c'est-à-dire dans son hôtel, avec sa délégation qui était constituée de Kabaniali, la secrétaire générale de la présidence, le directeur du cabinet du président. Moi, c'est la première fois que je vois le secrétaire général de la présidence et le directeur du cabinet tous aller en même temps parler, en même temps que le ministre des Affaires étrangères. C'est la première fois parce que je posais la question, qu'est-ce que le directeur du cabinet va faire là-bas? Même si c'est politique, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? La secrétaire générale, elle aurait pu rester, mais comme celle qui gère aussi la communication de la présidence, voilà pourquoi elle était là-bas. Donc, Ouattara était bel et bien à Nairobi. Il a été reçu par le président. Ils ont marché de la porte du palais présidentiel jusqu'à la salle où il devait signer le livre. Ouattara était bien visible. C'était pas Aïa, c'était des coloris que les gens racontent. Il était bel et bien là-bas. Il a signé le livre. Il a parlé avec le président Ruto. Maintenant, c'était la dernière fois, je répète, c'était la dernière fois que les caméras du monde aient vu Alassane Ouattara publiquement. Le reste là, je ne rentre pas dedans parce que je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Il était là-bas, il a parlé au président Ruto et quand il s'est retiré, le président Ruto a continué à recevoir ses invités. Puisque c'était lui qui devait recevoir les gens. Mais quand Ouattara s'est retiré, après ça, moi je n'ai plus vu Ouattara. Je n'ai vu ni photo, ni image. Maintenant, c'est Macron qui est venu le défendre en disant qu'il recevait les présidents. C'est ce qu'il a dit. Mais Ouattara aime ce qu'on appelle la communication offensive, la communication de la personnalité. C'est pourquoi il a mis sa nièce là. Donc, si Ouattara avait reçu des présidents comme on nous l'a fait croire, même si on n'a pas vu les vidéos, on allait voir les images et les photos. Ce qui était difficile. Donc, le président français qui fait la politique de Ouattara. Mais, alors, on fait ça au Mali. Après ça, on se plaint que les Maliens ne rentrent pas à la CEDEAO. Mais, après, je vous vois. Et vous voulez que je dise que je ne vous vois pas? Vous voulez que je dise que je ne vous vois pas, alors que je vous vois? On ne peut pas dire qu'on ne voit pas les choses. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas les choses. Et puis, je l'ai dit depuis toujours, depuis que je suis président, depuis que je ne suis pas président, je dis que les Africains, il faut qu'ils s'organisent pour intervenir dans les pays où les rébellions se disent. Il faut que les Africains se mettent ensemble. Regardez ici. En 2002, moi je vais en visite officielle en Italie, une rébellion se lève. Et les Africains, ils voient ça. Mais beaucoup rient. Mais parce qu'ils sont d'accord avec la rébellion. Voilà, c'est ça même.
parce qu'ils sont d'accord. Et ils croient que je vais fuir. Regardez-moi ça. Moi, Gbagbo, je vais fuir. Écoutez bien, hein. Gbagbo, homme politique, opposant au fouet, le seul homme sur la terre des hommes qui s'est frotté au fouet lors d'une élection, où Fouet n'a pas connu deux adversaires, où Fouet a connu un seul adversaire, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Le seul qui a dit, je vais aller aux élections contre lui. Il a dit, j'ai été appelé par des présidents pour ne pas faire quoi? Pour ne pas me présenter contre Fouet. Vous comprenez bien? Écoutez très bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire passer un discours de Gbagbo. Non. C'est mon mentor. J'ai toujours dit que s'il y a deux personnes, le tempérament politique de Bédié et la connaissance politique de Laurent Gbagbo, voilà les deux qui ont forgé ma vision politique et l'homme politique que je suis. C'est vrai que je suis devenu adulte aux États-Unis, dans le sens vrai du mot, mais ce sont les deux qui ont façonné, bien entendu, avec la largesse d'Oufoué quand j'étais au lycée jusqu'à l'université. Oufoué, s'il est mon parent, Oufoué 93, j'étais déjà au lycée. Encore au lycée, pardon. Mais Bédié, la vision de Bédié et Gbagbo. Donc Gbagbo, je le dis avec fierté parce que Gbagbo lui-même, il me transmet les messages. Il dit à Michel Gbagbo de dire, parce que j'ai un contact à Pékin que Michel Gbagbo connaît. Il dit à Michel Gbagbo, dit au monsieur de dire à Keïta que je vois ce qu'il fait pour vous. Dit de lui dire merci. Dieu est témoin si je vois. Et à plusieurs reprises, on m'a dit que Gbagbo dit qu'il veut qu'on parle, mais bon, jusque-là, j'ai pas chose. Que Gbagbo dit qu'il veut me parler, Michel veut me parler, il dit, il n'y a pas de problème, il faut donner le numéro, et puis on parle, c'est tout. Je n'ai pas. Et je le dis, je n'ai pas à avoir honte. Parce que la vision de l'homme, c'est cette vision que nos trois présidents ont. Quand on a attaqué la Côte d'Ivoire, j'ai été, je peux le dire, sur la terre des hommes, et Dieu est témoin. Je l'ai dit à l'époque, il y aura un mouvement à Abidjan qui va créer trop de problèmes, trop de morts, et le mouvement va se stabiliser à Boaké. Mais ce jour, je n'ai pas utilisé rébellion et division du pays, scission du pays. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'est à cause de ça, d'ailleurs, que Gbagbo, je crois, il était le président, les militaires venaient chaque fois à la maison, moi, mon père à son âme, il m'appelait aux États-Unis, il me dit, mais chaque fois les militaires viennent à la maison, ils disent qu'ils veulent te voir, et là, il dit que tu ne peux la dire ça, je ne me croyais pas. Et chaque fois il venait, il pensait que tu étais là, tu te cachais. Il dit, mais comment tu savais que ça allait arriver à la Côte d'Ivoire? C'est ce que mon père m'a posé comme question. Mais je l'ai dit, on ne m'a pas pris au sérieux, comme aujourd'hui, on ne prend pas au sérieux. J'avais annoncé que la Côte d'Ivoire, il allait avoir quelque chose. Parce que je savais au fond de moi que Gbagbo allait rencontrer tous les problèmes du monde pour pouvoir appliquer son programme. Parce que si le programme de Laurent Gbagbo passait, c'était fini pour la France. Peut-être que là, Assimi Goïta n'allait même pas venir au pouvoir. Je dis bien peut-être. Et lui, il voit en Assimi Goïta, il voit au capitaine Ibrahim, il voit au général, ce que lui n'a pas pu réaliser, il les voit en train de les réaliser. Il sait ce qui se passe. Les gens traitent le PPACI de communiquer avec l'ennemi. Bien alors, si on communique avec l'ennemi, pourquoi alors vous dites que le fait que nous rationalisons notre bétail au Burkina, vous trouvez cela comme une action visant à pénaliser les musulmans ivoiriens. Ce qui est absolument faux, ça n'a rien à voir avec. Et alors là, je vais vous... Attention, il y a des Burkinabés qui ont osé défier IB. Oui, il y a des Burkinabés qui ont décidé de défier IB. En faisant quoi? En faisant quoi? Ils ont rempli les camions remorques de bétail et puis ils voulaient faire sortir du Burkina. On les a épeuglés net. Vous voyez, l'ennemi n'est pas forcément celui qui est dehors. Il est à l'intérieur. Mais le chauffeur qui conduisait, c'est tellement peut-être qu'il n'est même pas au courant de la décision.
Je dis peut-être qu'il n'est pas au courant de la décision, ce qui m'étonnerait. Mais celui qui est le commanditaire véritable n'est certainement même pas au Burkina. Sinon, tout le monde a reçu un mémo pour dire qu'il n'y aura pas d'exportation de bétail cette année. Pas seulement la Côte d'Ivoire, même le Mali recevait le bétail burkinabé, même le Niger recevait le Nigeria, la Guinée, le Sénégal. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dirigé contre la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que on veut vous faire croire la Côte d'Ivoire, c'est absolument faux. C'est pas vrai. On va continuer d'écouter le président Paco, et puis je vous ramène un peu à l'arrière avec une autre audio qui va vous surprendre. Mais là où je suis là, tu vas me tuer là? Mais je fuis là, je ne connais pas ce mot. C'est pas ce que nous faisons ici, au sein de l'AS. Et puis je suis pour aller où même? Pour aller où? Pour aller chez toi, alors que je sais ce que tu penses de moi. Ah. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. J'ai dit les Africains, je leur dis, organisons-nous pour qu'on puisse intervenir dans les pays où il y a les rébellions. Au Nigeria, il y a Boko Haram. Au Niger, il y a la rébellion islamiste. Au Burkina, il y a la rébellion islamiste. Au Mali, il y a deux rébellions. C'est vrai. Il y a la rébellion islamiste. Et les Touaregs. Et puis, En fait. il y a... Et puis, non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et puis, il y a l'Azawad. Il y en a qui veulent prendre le grand morceau du Mali du Nord pour faire leur indépendance. Regarde-moi ça. Quand ils savent qu'il y a du pétrole et qu'il y a du gaz, ils veulent prendre ça pour faire leur indépendance. C'est comme si demain, on dit on a découvert du gaz à Gagnon. Alors moi, je me lève, je m'assois à Ouagadougou. Je dis oui, je veux l'indépendance de Gagnon. Nous allons créer notre... Est-ce que vous voyez? Ok, merci président, tu vas continuer après. Je vais revenir sur le Nigeria. Le Nigeria, deux présidents africains en relation avec la DGSE, en complicité avec le pouvoir français de l'époque, Félix Houphouët-Boigny et Omar Bongo. Voilà les deux qui ont soutenu la rébellion au Nigeria. Le Biafra, la guerre du Biafra. Houphouët a cette mort sur sa conscience dans sa tombe où il est. Si on vous montre les images de cette guerre du Biafra, les armes transitaient par le Gabon de Omar Bongo. Houphouët jouait la branche politique, Omar Bongo jouait la branche militaire. Le Gabon était beaucoup plus proche du Nigeria que la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand ils ont compris que ça allait mal tourner, ils n'allaient pas gagner cette guerre, Houphouët a donné un quartier au Biafra à Treichville. Le quartier Biafra de Treichville que vous connaissez pour les Ivoiriens. C'est suite à la guerre au Biafra. Houphouët avait sa main dedans. La France avait... À cause de qui? La France et Bongo avaient sa main dedans. À cause de qui? À cause de Total, à cause de Shell, à cause de BP, à cause des grandes compagnies multinationales pétrolières que vous connaissez.
Ce sont les mêmes compagnies qui ont soutenu la guerre contre le maréchal Mobutu Sese Seko avec qui? Avec Joseph Kabila. Avant même que la guerre ne commence, les Américains avaient signé des contrats avec Kabila. Sur Kabila, quel argent il avait? Quelle arme il avait? On a vu les enfants qu'il a recrutés. C'est eux qui ont fait tomber le pouvoir de Mobutu Sese Seko. Les compagnies pétrolières américaines. Et dès l'instant que Kabila a dit, on se souvient, en direct, il recevait, lorsqu'il a voulu renier sa signature, lorsque Kabila a voulu renier sa signature, quelque temps après, sa mort a été commanditée et planifiée. Ils ont dit à son fils Joseph, on va tuer ton père, on fait ne pas présent. Si tu n'es pas d'accord, on vous tue tous les deux. Et rien, tu peux arrêter, la machine est déjà lancée. Et Kabila a accepté, puisque ce n'était pas son père biologique, c'est son père adoptif, il a accepté. Avec le soutien du Rwanda. Ce qui se joue au Mali, quand vous voyez les prostituées, les batailles, les PD assis de l'autre côté, ils parlent, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils n'ont aucune idée de ce qui peut arriver. Mais alhamdoulilah, que toute la gloire revienne à Allah. Il a sa main dans ces trois pouvoirs et il les soutient. Ce qui est arrivé au Mali, le Mali ne devait pas s'en sortir. Nous tous, on ne serait même pas là aujourd'hui en train de vous parler. Mais nous remercions Dieu pour la grâce infinie et que sa barque continue d'accompagner nos présidents. C'est pas... Attendez. Pourquoi les gens sont bêtes comme ça? Merci, Cyber, merci beaucoup. Alors, réfléchissons à ça. Cyber, toi et moi, on va réfléchir tous deux. D'accord? Tu me suis. Je parle avec un de mes abonnés sur YouTube. J'allais appeler ceux qui ne sont pas abonnés sur YouTube, je vous appuie. Si vous appréciez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur Facebook, bon, peu importe, abonnez-vous pas, ça soit pour venir sur YouTube. Mais si vous êtes sur Facebook, venez vous abonner sur YouTube, c'est important. Alors, Cyber, écoute ceci. Tu as un voisin dont la maison est remplie de prostituées, de drogués, de voleurs. Donc, sa vie n'est en rien. Et toi, tu as chez toi, tout est clean chez toi, tes enfants, ta femme, tout, vous êtes dans le, t'as pas de problème. Mais si tu vas mettre ta bouche dans l'affaire du voisinage, c'est que tu as un intérêt là. Soit tu vois sa femme, soit tu vois sa fille, soit peut-être autre chose. Sinon, tu ne mets pas ta bouche là, c'est pas ton problème. Mais c'est la même chose. J'ai des voisins pour permettre de bien caricaturer. Mais alors, la France, que nous soyons derniers, qu'on vende notre pétrole, notre or, on donne cadeau, qu'on donne pas cadeau. C'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman, bâtard, fils de pédé Emmanuel Macron. À quoi est-ce que ça te regarde ce que nous on fait avec notre argent? En quoi est-ce que ça te regarde à qui nous on donne notre or? Que ce soit la Russie, la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, Al-Safroulette, autre chose. En quoi est-ce que ça te regarde? Mais c'est parce que tu sais que nous, on ne te permet plus de voler chez nous. Tu avais besoin de voler chez nous pour maintenir ton train de vie. Tu as besoin de voler chez nous pour maintenir ton mode de vie. Il y a des enfants prostitués, des bâtards d'Africains qui vont s'associer avec Emmanuel Macron pour détruire leur propre pays afin que la France rayonne devant le monde et son pays continue de végéter dans la pauvreté, dans la misère et dans la famine. C'est ça votre vision pour l'Afrique, fils d'Afrique, que Dieu ait pitié de vous. Nous, on s'en fout de démocratie. Je le répète. Vous attaquez nos présidents, vous n'avez pas compris. C'est moi qui ai demandé à nos présidents, et je continue de le demander. Il n'y a pas d'élection chez nous. La démocratie de chez nous ne sera pas la copie conforme de ce que vous voyez chez eux. Avant qu'ils en arrivent à la démocratie, ils ont tué beaucoup de leurs parents. Avant qu'ils en arrivent à la démocratie, il y avait ce qu'on appelait la guillotine. Une fois que tu es reconnu coupable de trahison, on te fait passer par la guillotine.
ils te l'ont mettre ta tête, en te disant, on fait des salles, ne pas que ta tête est coupée à bas, la faut que ta tête quitte le corps. Ça, c'est en France, on a vu ça. La démocratie n'est appliquée sur eux que quand ils ont mis en place toutes les institutions, ils ont stabilisé tout par la dictature et la force, ils ont obligé le peuple à accepter. C'est quand ces choses sont ancrées dans le quotidien du peuple que maintenant ils ont parlé de démocratie. Mais nous, on met le bâton de la démocratie. Tant qu'il y a une opposition, vous n'allez jamais évoluer. Jamais vous n'irez nulle part. Parce que celui qui vient 5 ans après, ou 10 ans, en 10 ans, depuis quand en 10 ans tu peux changer le visage et l'économie des pays? Tu peux pas. Tu commences quelque chose. Si tu veux que ça se poursuive, tu seras obligé de truquer les élections pour que celui qui va venir après toi soit de ton parti ou soit ton nom. Mais sinon, si tu veux jouer franc jeu, c'est clair que 10 ans après, si tu as montré tes limites, c'est quelqu'un qui va venir. Et celui qui va revenir revient avec son propre programme. Vous croyez que les batailles là n'ont pas réfléchi à ça? C'est un côté qui sont assis à Bruxelles là. Vous croyez qu'ils savent? Ils ont bien réfléchi, bien préparé. Vendons-leur l'image de la démocratie. Celui qui aura trop duré au pouvoir, c'est 10 ans. En 10 ans, il ne peut rien atteindre. Si on n'est pas satisfait de lui, on finance la société civile, on finance le pays, et puis on le fait tomber avec quelque chose qui peut faire notre affaire. Voilà le système. Est-ce que c'est compliqué pour nous de comprendre et d'accepter ça? Mais nous avons dit, pour que nos États évoluent, pour que nos États atteignent un certain niveau de développement, on ne veut pas d'élection pour venir perturber ce que le président soit en train de réaliser. C'est pas une élection qui donne au Burkina les autoroutes que nous sommes en train de voir. C'est pas une élection qui a donné au Burkina les 1,6 milliard de dollars. C'est pas une élection qui a donné au Burkina la capacité, le patriotisme, l'envie de tous les Burkinabés d'être partie prenante de ce qu'ils peuvent être en train de réaliser. C'est pas une élection qui a fait des FAMA cette montée en puissance aujourd'hui de force armée. C'est pas les élections qui ont permis au Niger d'être autosuffisant en riz. C'est pas ça. C'est pas les élections qui ont permis au Burkina aujourd'hui de cultiver le blé, le transformer et le vendre. C'est pas une élection qui a permis au Burkina de planter la banane de planter, de planter le manioc, de planter le café, de planter le cacao. C'est pas une élection qui permet aujourd'hui au Burkina de faire ceci, de faire cela. C'est pas une élection qui permet aujourd'hui au Mali de réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. On s'en fout. Élection d'un côté, élection bâtard, à bas élection, on n'en a pas besoin. À bas la démocratie, à bas l'élection. Parce que ce qui vient d'ailleurs, et ces prostituées qui se pavadent sur le plateau, d'un côté. Vous allez coucher beaucoup d'hommes. C'est ça. La démocratie, c'est ça aussi. La démocratie, c'est une forme de prostitution du pays. Tout le monde vient et puis il passe là. Si vous êtes des prostituées, tous les hommes passent que vous. Chez nous, si ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas ici. On n'a pas besoin de prostituer nos pays. On n'a pas besoin de l'Union européenne. On n'a pas besoin des États-Unis. On a vu comment Trump est allé humilier les États-Unis en Chine. Je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas mon but. On a vu comment Trump est allé humilier les États-Unis devant la Chine. La Chine, c'est un homme qui est là-bas. Il s'appelle Xi Jinping. Il a changé la constitution. Il reste président à vie. On a beaucoup de bâtards que vous êtes. Vous allez en Chine. Vous voulez aller en Chine. Vous enviez la Chine. Vous voulez être là-bas. Mais c'est un homme qui est en train de réaliser. C'est quand il est arrivé au pouvoir qu'il a stabilisé la Chine. Il dit l'élection là c'est trop compliqué, la Chine ne fera pas ça. Poutine dit élection là c'est trop compliqué, la Russie ne fera pas ça. On donne un semblant de ce qu'il veut, mais nous on reste au pouvoir et on fera de nos États ce que nos États doivent être. Aujourd'hui quand vous regardez la Russie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quand vous regardez la Chine, l'Union européenne a parlé, aujourd'hui tout ce qu'on parlait de Madame. Vous avez imaginé que le président américain va se mettre en genoux devant le président chinois. Hein? Attendez, il y a un prostitué qui est là, il va voir sa maman, il y a beaucoup de, va voir ta maman bâtard de Mariam, il y a beaucoup de prostituées bâtard que tu es, soit de mon direct. Alors donc, pour nous c'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Trump allait s'humilier devant les Chinois. Mais c'est le même président qui est là. Il était là avec Barack Obama.
Il était là au premier mandat de Trump. Il était là avec Joe Biden. Barack Obama a fait 2 mandats. Le monsieur était là. Joe Biden a fait 1 mandat. Ça fait comme 8 plus 4, ça fait 12. Mettez pour Trump dessus. 12, ça fait 16 ans. Et Trump vient de commencer son 2e mandat. Il a déjà fait, ça fait 18 ans il est là. Sinon plus que ça. Et il est en train de changer. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il a changé le visage de la Chine. Et vous voulez que l'on court derrière vous. Et c'est vous qui allez demander à Xi Jinping. Quand vous avez fait votre petit palais sur Xi Jinping, il s'est assis, vous avez regardé la pensée à lui. Il sait que vous allez me demander pardon. Vous êtes allé après, vous avez fait votre grande gueule pour faire croire aux Africains. Puis l'Union européenne est forte. Après, vous avez voulu demander pardon à Xi Jinping. Il dit, vous voulez me combattre, c'est pas grave. Je vais faire des voitures électriques et puis je vais les vendre. Je vais les, bazarder au monde. Attendez, lui il fait voiture électrique et puis il dit, moi je vais à $10,000. Et il met $10,000. Vous faites vos véhicules électriques, vous prenez $50,000, $60,000, $50,000 sont lui fait à 10 000. Ça dit 5 millions de francs, c'est pas. Pour 6 millions de francs. Il vient de vendre ça, on achète. 5 ou 6, 10 000, c'est ça, oui. Lui, il achète, puis c'est fini. Je dis, ah, pardon, faut pas faire ça, si je fais ça, on est mort. Nous automobiles là-dessus. Il dit, je fais joli, propre, et puis je vais vendre à 10 000 euros. Ma banane, ça fait 6 millions 500. Nouvelle voiture, 6 millions 500, il m'a encore. Tu viens, tu t'assois dessus, électrique. Tu viens à la maison, tu branches. T'as pas besoin d'essence. Il dit, ah, pardon, faut pas faire ça, pardon. Regarde ça. C'est parce que toi, allais lui demander. Pardon, ce que tu fais les fois, je te demande pardon. Aide-moi à demander pardon à l'Iran. C'est un président qui est là, ça fait presque 20 ans qu'il est au pouvoir. Mais c'est ce que nous voulons chez lui. Qu'il vienne demander pardon ici. Qu'ils viennent voir comment vous croyez que nous on va quitter et puis laisser des prostituées, des bâtards comme vous créez vos statuts de merde là-dedans et puis on va vous donner notre pays, vous allez vendre. Rêver encore ça, va pas arriver. Parce qu'on ne le permettra pas. Et pour la grâce de Dieu, notre président ne le feront pas. Ils vont rester là, à bas élection, à bas démocratie, à bas tout ce que vous racontez. C'est des conneries, c'est des merdes, on ne fera pas. Maintenant, on va conclure avec ceci. Et je remercie le président Babo pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. Et j'avais voulu parler de l'Arabie Saoudite,